Je suis parti à Paris rencontrer Antoine BM. La vidéo que tu vas voir n'est pas une interview de lui, mais davantage une discussion que nous avons eue pendant 1 heure. J'ai essayé tant bien de mal de mettre un chapitrage à ce dont nous avons parlé, mais tu verras qu'on a énormément divagué. La version que tu vas voir est une version condensée de cette discussion, et je te laisse la version longue en fiche. Le son et l'image sont dégueux, et je te laisse désormais à la vidéo sur un fond de jazz. Ça, tout le monde nous a vu, c'est parfait. Et en plus d'habitude je déteste me filmer en public. Ouais, moi aussi. Mais c'est plus facile à deux. Voilà, exactement ce que j'allais dire. Comme je suis accompagné, ça va, je me sens moins... J'ai l'impression que les regards sont partagés. Ouais, tu parles pas tout seul ou quoi, ça c'est... Oui, c'est ça. Ça c'est un truc que je déteste dans le vlog, c'est parler tout seul devant ta caméra. Mais moi j'arrivais pas à bloguer à Paris et tout. Ah, oui. Les gens en plus te regardent comme c'était... Les gens ont pas peur de te regarder comme ça. Alors que genre tu fais ça à l'étranger, en Thaïlande et tout. Les mecs te regardent aussi mais ils se disent ouais c'est un gringos, oui, c'est ça. Ils doivent tous faire voilà, ça chez les lui. touristes, il se passe rien. Ils te foutent la paix puis ils comprennent pas ce que tu dis, tu vois, t'es tranquille. Alors en plus, quand t'es dans ta ville, j'ai toujours peur que des gens me croisent et me demandent mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que t'es en train de faire? Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas Tu m'as pas raconté Quand tu me poses pas la question comment tu vois dans 10 ans, c'est bon. Sinon je me barre parce que j'en ai marre. Attends, mais je barre vite la dernière question alors et puis je suis bon. Donc je supporte pas cette question. Tout le monde me la pose à chaque fois. Mais c'est débile en plus. D'abord juste rappeler à mon audience qui tu es, pourquoi ça a du sens selon moi que je parle avec toi sur ma chaîne. Si je résume en une phrase, ce que tu fais c'est que tu incites les gens à développer une audience pour vivre de ce qui les passionne sur internet. Et ça passe par la vente de formation. Exactement. Moi je t'ai connu au début de tes vidéos, et donc il y a 3 ans, ça a motivé tout un élan de personnes dont moi, dont je fais partie. C'est ça qui m'a poussé à commencer mes vidéos. C'est pour ça que j'ai lancé ma chaîne et c'est ce que j'ai fait les 10 premiers mois. J'ai fait des vidéos où je parlais de ce qui m'intéressait et puis à terme en fait j'ai fait une vidéo aussi où c'est une vidéo de vente où je vendais une formation. 2 mois plus tard je pense j'ai fait une vidéo qui est la vidéo toujours la plus vue de ma chaîne qui s'appelle Le problème d'Antoine BM. Ah oui c'est vrai. Je sais pas si tu l'as vu celle-là mais... La fameuse. Voilà. Et donc, je me réveille un matin tranquillement, je tombe là-dessus, je me dis merde, qu'est-ce que j'ai fait en voilà. Ce que j'évoquais d'ailleurs dans la vidéo c'était que tu avais motivé tout un élan de personnes qui, du coup, j'avais l'impression qu'ils étaient tous en train de faire la même chose. Et en gros, moi, ça m'avait saoulé et je suis passé à autre chose, d'autres vidéos un peu plus personnelles. Et ça aboutit en gros à la chaîne que je fais maintenant, aux vidéos que je fais maintenant. D'abord, je vais t'expliquer ma situation. Ouais. Et tu me donnes ton point de vue. Ouais, parce que je pense que tu as été dans la même situation que moi et je pense que tout le monde est dans cette situation en fait. Je fais mes vidéos. Ça me plaît beaucoup, j'y mets du cœur, ça me rend heureux vraiment de faire ça. Mais à côté de ça, je suis tout seul à les faire. Ce que je veux dire, c'est que dans mon entourage, il n'y a personne qui est là pour me motiver, pour me dire de les faire. Si je fais pas de vidéo, il n'y a que moi que ça impacte et il n'y a personne qui sera là pour me le rappeler. Alors qu'il y a d'autres, enfin j'appelle ça des pôles chronophages dans la vie, des trucs qui me bouffent du temps. Il y a la fac, bêtement, ça me prend du temps, il faut que je bosse, il y a mes parents qui sont là pour me le rappeler. Mais sinon, j'ai aussi envie de faire du sport. Tes parents m'ont jamais dit, bon, il faut que tu fasses une vidéo YouTube là. Non, c'est ça. Les abonnés, ils vont attendre quoi. Voilà, c'est ça. Enfin, eux, ils s'en foutent, ils sont très contents que je fasse mes vidéos, mais ça va pas plus loin. Je peux arrêter du jour au lendemain, ils en auraient rien à foutre. Et c'est tant mieux en soi. J'ai pas envie que les gens en aient quelque chose à foutre de mes vidéos parce que c'est moi. Et puis t'es plus tranquille, quoi. Tu fais ce que tu veux. Voilà, c'est ça. Je préfère que les gens de mon entourage me suivent et m'en parlent pour ce que je fais. C'est pour ça d'ailleurs, je veux pas le crier sur tous les toits non plus parce que je préfère que les gens y aillent pour ce que je fais et pas pour ce que je suis. Qui te suivent pas parce qu'ils se sentent obligés de le faire, voilà. Tu fais des vidéos, mais qu'ils y aillent parce qu'ils y trouvent un intérêt, quoi. Mais du coup, tous les autres pôles de ma vie, je suis aussi en train d'essayer de monter une entreprise avec un pote, là on se motive mutuellement, du coup on se le rappelle. Je vais faire du sport, je vais faire de l'escalade avec un coéquipier, du coup on se le rappelle aussi qu'il faut retourner à l'escalade. En Belgique je suis aussi animateur, c'est dans une troupe scout. Je sais que c'est mal vu en France, mais en Belgique c'est... J'ai fait les scouts, t'inquiète. Tu l'as bien vécu? J'ai arrêté au bout d'un moment quand même, ça m'a saoulé. Mais j'ai fait quand même, j'ai fait les louveteaux, genre ça a duré je sais pas peut-être 4 ans, plus 2 ans de scout, après j'ai arrêté. Voilà, les 4 ans de louveteaux, moi je suis chef de ça. Les mecs voulaient pas me mettre chef de patrouille quoi, ça va bien tu vois, moi je me casse quoi. C'est pour ramasser du bois pendant 10 ans. Ah oui, mais oui, il y a des trucs bien, des trucs pas bien. Les trucs bien c'est quand même ça te met un cadre, ça t'apprend quand même certaines valeurs, le respect de l'uniforme, certaines choses qu'on a complètement perdues. Mais d'un autre côté il y a un côté un peu rigide et un peu autoritaire, enfin ça dépend après des scouts, il y a des scouts plus cool. Mais c'est ça, en France je sais que ça a une moins bonne réputation. Finalement il y a mes vidéos qui sont laissées en plan où à la fin de la journée j'ai plus d'énergie et j'ai plus de temps pour faire un montage. Là par exemple j'ai un montage qui traîne j'étais en Corse en septembre avec des amis, on avait un drone prêté par une pote donc on a vraiment des images magnifiques et j'arrive pas à avancer sur ce montage. Et alors je sais que toi tu as été étudiant quand tu as lancé ton blog avant tes vidéos, du coup je sais
étais dans la même situation, voilà. Et je voulais savoir comment tu fais. Est-ce qu'il faut être totalement radical et se dire bon bah j'ai objectivement pas le temps de faire tout, du coup il faut que je me sépare de certains trucs, ou bien c'est plus nuancé? Mais ça dépend. Moi je suis pas, tu vois, je suis pas la Bible. Je vais pas dire ce qu'il faut et ce qu'il faut pas faire. Ça dépend de ce que tu veux. Et si tu veux, si c'est juste un hobby, que tu fais ça juste pour prendre du plaisir à le faire et que ça te fait plaisir de le faire, fais-le quand t'as rien d'autre à faire, tu vois, pour combler. C'est un peu comme regarder Netflix, tu vois. Tu vas pas dire putain faut que je me libère 1 heure par jour pour regarder ma série. Tu vas le faire si tu as envie de le faire et si tu as du temps. Pour moi c'est pareil si c'est un hobby. Par contre si tu as de grandes ambitions avec, que tu veux créer quelque chose d'important, que tu veux développer ton audience, que tu veux gagner ta vie avec, que tu veux monter un business autour de ça, si tu as une ambition, il faut que tu en fasses ta priorité. Tout dépend de l'importance de cette ambition, tu vois. Moi je voulais me mettre au piano à un moment, c'est une ambition de faible importance, forcément j'ai abandonné au bout de 3 mois. Mais quand je voulais gagner ma vie avec mes vidéos, avec mon contenu, là c'était tellement important pour moi parce que ça allait être mon avenir, ça allait être ma liberté, ça allait être ma vie, que je l'ai mis numéro 1. Et c'est pour ça que à partir du moment où c'est devenu ma priorité numéro 1, ça a été assez rapide pour en vivre, tu vois. Alors qu'avant j'ai passé 3 ans en école de commerce, c'était pas ma priorité, je l'ai relégué au second plan. Et pour moi la notion de priorité est beaucoup plus importante que la notion de temps en fait. C'est pas une question de temps, tu vois. Le président de la République, il a 24 heures dans ses journées comme nous, mais il fait beaucoup plus de trucs. La question c'est quelle est ta priorité et à quoi est-ce que tu veux allouer ton temps. Mais est-ce que du coup, t'as pas justement la pression sociale, t'as pas peur de la pression sociale qu'il y a autour de toi qui pèse justement sur mais attends, mais tu devrais plus bosser pour tel truc. Il faut se barrer, il faut s'éloigner de ce truc là, c'est l'enfer ce machin. Moi la seule raison pour laquelle j'ai réussi à vivre de mon contenu, c'est que j'étais allé au bout du monde, hein. Et que personne ne pouvait me contacter parce que ça coûtait cher d'appeler le Sri Lanka par téléphone. Donc qu'est-ce que j'ai fait au moment où j'ai vraiment voulu en vivre? J'ai pris un billet pour Colombo au Sri Lanka, je suis parti tout seul, j'ai changé de carte SIM, personne ne pouvait me contacter quasiment. Et pendant 6 mois, j'ai voyagé tout seul et j'ai bossé. Et j'avais plus personne dans mon entourage qui me disait fais pas ci, fais pas ça, fais ce truc là, attention tu devrais faire ça. Et concernant mes parents, parce que quand on est jeune c'est toujours un peu, il y a ce truc là, il y a la pression des parents et de l'entourage et tout. C'était simple, j'ai fait un deal, j'aurais dit je prends une année de césure, une année où je travaille pas. J'avais mis de l'argent de côté parce que pendant 1 an j'avais travaillé en tant que salarié en alternance. J'avais mis de l'argent de côté, j'aurais dit voilà je vous demande rien, vous me laissez simplement une année tranquille. Si à la fin de cette année je vis de mon activité, je continue. Si j'échoue, si j'en vis pas, je retourne travailler. Et puis bon, ma mère elle a dit d'accord, parce que je vivais chez elle à l'époque, donc c'était elle qui avait son mot à dire, elle a dit d'accord. Je l'ai fait et je me suis barré le plus loin possible pour pouvoir le faire, quoi. À un moment il faut se barrer parce que l'environnement il t'oppresse, hein. Ouais. Surtout quand je sais pas, nous on a grandi peut-être dans des familles un peu protectrices, ou en tout cas on a essayé où nos parents ils tenaient un peu à nous, ils voulaient pas nous laisser dans la nature faire n'importe quoi. Mais donc du coup ça a des avantages, mais le contre-avantage de ça, c'est que du coup c'est très difficile de prendre des risques. Et là on parle pas d'un risque énorme, tu vas te lancer dans ton activité, c'est pas un risque monumental. Tu risques pas la mort, hein. Tu risques pas de te blesser, tu risques simplement d'avoir un échec et de galérer un petit peu pendant quelques mois. Mais même un risque comme ça, pour beaucoup de gens c'est terrifiant parce que on n'a jamais pris de risque dans notre vie. En gros c'est ça, hein. Moi j'ai jamais pris de risque dans ma vie avant ça, hein. Puis même si tu échoues en soi, t'en apprends quand même des choses, t'en tires à chaque fois quelque chose. T'as rien à perdre. T'as rien à perdre de vivre une vie intéressante. Je sais plus qui c'est qui disait ça exactement, mais il disait que le cerveau et l'ego fonctionnaient dans le sens inverse. Il y a moyen que ce soit Gringe dans un épisode de Nouvelle École. C'est marrant, tout le monde me parle de Nouvelle École en ce moment. Ouais. Le mec a arrêté. Oui, il a arrêté, j'ai vu. Ça me rend dingue ce truc là. Moi je veux juste faire miser quelque chose devant la caméra, m'engager dans la caméra. Je sais pas ce qu'il a prévu pour plus tard, et si ça se trouve, je me plante complètement et ça va être génial. Mais je pense que ce sera pas aussi bien que Nouvelle École et qu'il aurait pu devenir légendaire. Tu vois, comme dit Oussama Ammar dans son propre podcast dans Nouvelle École, tu vois, il aurait pu devenir légendaire s'il avait continué cette émission, qui était devenu le meilleur intervieweur du monde, qui avait lancé le podcast le plus. Parce que tu regardes les intervieweurs aux États-Unis, des gens qui ont la capacité de faire parler d'autres gens, c'est un talent qui est extrêmement rare. Et il y a des types aux États-Unis comme Joe Rogan ou des mecs comme ça qui interviewent des monstres, des Elon Musk, des mecs qui vont même pas chez CNN parce qu'ils ont pas le temps, tu vois. Ils vont chez lui, et le mec gagne plein de thunes en faisant des placements de produits, et c'est pas grave, on s'en fout parce qu'il est extrêmement bon pour faire parler les gens, pour les mettre en confiance. Il a quand même fumé un spliff avec Elon Musk devant une caméra, et ça a été vu par des millions de personnes, je sais pas si t'imagines. Et en fait, il aurait eu, je suis sûr, quand on a Archer, il a un talent incroyable pour faire parler les gens, pour les mettre en confiance. Pour moi, c'est son talent numéro 1. Je sais pas ce qu'il s'apprête à faire, s'il fait faire une start-up, un bouquin ou je sais pas quoi. Mais à mon avis, là, il avait trouvé un truc où il aurait pu devenir légendaire. Et je pense qu'il se trompe à un moment parce qu'il
il dit quand il a arrêté, ça se trouve les gens savent pas du tout qui c'est, ils comprennent rien, mais c'est pas grave. C'est un gars qui fait des podcasts où il interviewe des gens, ça s'appelle Nouvelle École, c'est génial. Et il a arrêté le podcast et il dit que c'est parce qu'il n'a pas envie de devenir un vieux ringard. Mais ça n'existe pas, les gens qui font un boulot pendant 50 ans, qui deviennent excellents dans ce boulot-là et qui se ringardisent, au contraire. Ces gens-là, ils deviennent des légendes. Les gens, je sais pas, qui ont interviewé les plus grands de ce monde, ils deviennent des légendes. Moi, je crois pas en ce truc de on devient un vieux ringard si on fait la même chose trop longtemps. Je pense qu'on devient surtout très bon quand on fait la même chose très longtemps. Et que c'est une très mauvaise décision de la part de Archer. J'espère qu'il va regarder ça et qu'il va reprendre. Ah ouais, attends, si Antoine Archer déjà regarde ça, c'est un honneur. Ça serait vachement bien. Mais est-ce que tu penses pas justement que, en ça c'est ce qu'il dit dans son dernier podcast, hein, c'est que est-ce que tu penses pas que justement si il continue alors que c'est pas vraiment ce qu'il veut continuer, ça va justement prendre un coup et baisser en qualité? Est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il veut? Il a le mal de ma génération, de notre génération en fait. Je sais pas quel âge t'as. 18. Oui, non, t'es encore plus jeune que moi. Bon, il a le mal de ma génération, c'est que on cherche notre truc, tu vois. On pense qu'on a un truc, c'est le syndrome de discours de Stanford de Steve Jobs où il dit trouvez votre passion et tant que vous l'avez pas trouvé, continuez à chercher. C'est un mensonge. Il y a un type, moi j'y ai cru pendant des années, mais en vrai c'est un mensonge. Il y a un gars qui a écrit un bouquin qui s'appelle Cal Newport, qui a écrit un bouquin qui s'appelle So Good They Can't Ignore You et qui t'explique que Steve Jobs, il disait ça, mais c'est pas du tout ce qu'il a fait. Lui, il a pas du tout fait des ordinateurs par passion, il en avait rien à foutre, il l'a fait parce qu'il est tombé dessus par hasard. Ensuite, il est devenu bon là-dedans et ensuite, il s'est passionné à ça. Et en fait, ce qu'il t'explique dans ce bouquin-là, So Good They Can't Ignore You, tellement bon qu'ils ne peuvent t'ignorer, j'adore ce titre, c'est juste pour ça que j'ai acheté. Et ce qui t'explique dans ce bouquin-là, c'est que quand tu deviens vraiment très très bon dans quelque chose, c'est là que ça devient intéressant, c'est là que ça devient passionnant. Parce que tu grattes en dessous de la surface et là, tu découvres tout un monde de possibilités, de richesses, tout ce qu'il y a derrière, tu vois. Et je pense, je me trompe peut-être, tu vois, j'en sais rien, mais si ça se trouve, Antonin Archer, il était juste au début du truc, et s'il avait continué à gratter, là, il aurait pu se passionner là-dedans. Et peut-être que la raison pour laquelle il s'est désintéressé, c'est qu'il est convaincu au fond de lui qu'on n'est pas censé faire quelque chose trop longtemps, et qu'il n'a pas encore trouvé son truc. Mais un truc, ça se trouve pas, enfin ça se trouve en le faisant en fait. Et peut-être que s'il avait commencé à le monétiser, tu vois, il veut rester intègre et pas le monétiser, ce que je comprends, mais pour moi c'est une mauvaise stratégie parce qu'on en a rien à foutre qu'il fasse des placements de produits, moi je m'en fous. Moi ce qui m'intéresse c'est qu'il fasse des bonnes interviews, tu vois. Si pour ça il faut faire des placements de produits en début de chaque interview, c'est pas grave, tu zappes, tu fais 2 fois zap plus 15 secondes et puis c'est bon. Moi je préfère qu'il fasse ça plutôt qu'il arrête quoi. S'il avait monétisé ça et qu'il avait commencé à bien gagner sa vie avec ça, et c'est ce qui se passe avec les podcasts, tu regardes aux États-Unis, des mecs comme Tim Ferriss, je crois qu'ils font des trucs genre 150 000 $ par épisode, tu vois, grâce au sponsor, c'est énorme, tu vois. Bah, il aurait pu très très bien gagner sa vie avec ça, il aurait pu continuer peut-être pendant des années, devenir le meilleur et devenir une légende. Ça c'est mon avis sur la fin de Nouvelle École et je ne me calmerai pas monsieur. Après moi je sais que j'ai pas écouté par exemple tous les podcasts, parce que je trouvais que ça devenait redondant à la fin. J'écoutais d'abord ceux avec les personnes que je voulais absolument entendre parler. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Puis après, j'ai commencé à écouter les autres parce que je trouvais que chaque fois c'était intéressant, du coup je pouvais que tomber sur des épisodes intéressants. Et en fait à la fin, tu retombes sur les mêmes conseils, sur les mêmes... Et après tu te rends compte qu'en fait, c'est même pas les mêmes conseils, c'est que chaque parcours est différent. Ouais. Et tu comprends que le tien sera différent aussi. Ouais. Mais en fait à la fin, je zappais les derniers épisodes de Nouvelle École en fait parce que j'y voyais plus l'intérêt. Ouais, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Je pense que peut-être le problème aussi c'est que pour lui ça a toujours été un side project, donc il a jamais mis toute son attention dessus. Donc ça aurait pu être encore mieux, il aurait pu interviewer des gens encore plus intéressants. À mon avis, il aurait pu avoir des Alexandre Astier, il aurait pu avoir Booba, si son rêve c'était d'avoir Booba. Il aurait fini par l'avoir, c'est sûr, tu vois. C'est ça qui aurait fait de lui une légende. Et je pense que, je sais pas, c'est toujours intéressant de rentrer dans le cerveau des gens. Quand tu lis une biographie, c'est génial parce que tu entres dans la tête des gens, tu vois vraiment ce qu'ils ont fait, tu zoomes sur leur vie. Bah justement, on retombe peut-être un peu là-dessus pour revenir à l'ego, justement, que en fait, dans les débuts, j'ai l'impression qu'on passe notre temps à essayer de flatter cet ego, tu sais, avec les chiffres, les gros chiffres, la vanity metrics. Hein. Ouais. Alors moi, évidemment, j'essaie de m'en détacher, de ne pas y accorder d'importance à ces chiffres. Et je pense que j'ai à peu près réussi, mais quand même, je vois que quand il y a une vidéo sur laquelle j'ai passé plusieurs dizaines d'heures, qu'elle fait des bons retours, qu'il y a des commentaires positifs, ça me fait plaisir. Mais je vois que quand elle fait un peu plus de vues que d'habitude, ou quand je passe un palier d'abonnés, même à ma petite échelle, ça me fait quand même un mini c'est un shot de dopamine. Ouais, c'est clair. Et donc, au final, c'est vrai que c'est aussi toxique, hein, ces shots de dopamine, parce que c'est que éphémère. D'ailleurs, ils en parlaient beaucoup sur YouTube là, ces derniers temps, de tous les créateurs qui avaient fait une dépression autour de leur création parce qu'ils veulent contenter le public.
Peut-être que Anton Archer n'avait pas envie de s'engouffrer là-dedans non plus. Du coup, est-ce qu'il faut tuer complètement cet ego? Et est-ce que tu penses que du coup ça me permettrait de se libérer complètement pour créer ce qu'on veut? Ou est-ce que ça peut s'utiliser comme un moteur? Non, faut pas le tuer. L'ego, c'est ce qui te permet de faire des trucs dans la vie, tu vois, quand même. Non, l'ego, c'est important. C'est juste, pour moi, le problème de l'audience, c'est que c'est pas les meilleures métriques que tu peux avoir. C'est une métrique, c'est une donnée à prendre en compte, mais c'est pas la meilleure. Donc moi, ce que je dis aux gens qui me suivent, c'est faites attention à ces données-là, à ces métriques-là, parce que c'est pas les bonnes métriques. C'est comme tu dis, c'est la vanity metrics. Mais la vanité, c'est ce qui te permet aussi de... Tu vois, par exemple, si ton objectif, c'est gagner de l'argent, tu le fais pas pour 50 000 raisons, tu le fais parce que ça te rend fier d'en gagner. Parce que c'est comme des points, en fait. Au bout d'un moment, je veux dire, si tu as un très bon chiffre d'affaires, si tu es tout seul et que tu gagnes, je sais pas, 10 000 euros, c'est suffisant, t'as pas besoin de plus. Mais si tu veux essayer d'atteindre 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, c'est juste un jeu, en fait, c'est des points, tu as envie de te prouver que tu en es capable. Donc c'est 100% de l'ego, c'est plus du confort, le confort tu l'as déjà. Les rêves, personne à mon avis rêve d'avoir une Lamborghini en mode ouais, mais les gens rêvent de ce que apporte la Lamborghini, c'est-à-dire les gens vont me regarder différemment, je vais pouvoir prouver des choses, mais en soi c'est une voiture qui roule et qui t'emmène d'un point A à un point B, et c'est pas parce que tu as une Lamborghini que tu peux rouler à 300 sur l'autoroute, tu vois. Donc moi je pense que l'ego est très important pour réussir, c'est sûr, mais il faut faire attention à quel chiffre on prend en compte. Oui, c'est ça, parce qu'il faut savoir doser du coup à quel niveau tu prends cet ego en compte ou pas, ouais. Et à quel moment c'est lui qui te maîtrise et qui drive tes actions. Ouais. Enfin, pas non plus se laisser. Tu vois, sur YouTube, c'est quand même un milieu assez violent. Moi, je conseille de moins en moins aux gens de lancer une chaîne YouTube quand ils débutent, parce qu'il y a quand même moyen de s'en prendre plein la gueule, surtout si tu es ambitieux dans ton truc et que tu essaies de faire, que tu essaies d'avoir de l'impact. En fait, plus tu vas essayer de faire quelque chose de bien et aider les gens, plus tu vas devoir prendre de risques. Et plus tu prends des risques, plus tu risques d'avoir des conséquences négatives à court terme, c'est-à-dire des insultes, des haters, des gens qui vont publier des vidéos pour te clasher, enfin tout genre d'horreur que tu peux imaginer. Et tu as deux choix, soit tu te fais vraiment la peau dure et tu apprends à résister à ça, et c'est une bonne solution, ça te rend plus résistant, plus résilient dans la vie. Soit tu décides de contourner le problème et de faire juste des mails ou de faire des podcasts ou de faire un format qui n'est pas sujet à ce genre de choses. C'est vrai que justement, ça me fait penser à, après la vidéo que j'avais faite sur toi, ça m'a ramené beaucoup de gens sur la chaîne. Ouais. Je m'étais pris une vague aussi de haine pendant un mois. Et justement, ça m'avait aussi dégoûté de YouTube. Ouais. Et j'étais aussi passé à un truc beaucoup plus personnel. Je faisais un micro-podcast comme ça tous les jours. Ouais. Et il y avait vraiment que dalle d'écoute. Mais j'aimais bien quand même parce que c'est... Du coup, je retrouvais ce... Enfin, j'étais plus proche avec les gens, les interactions étaient beaucoup plus sincères. Ouais, je pense qu'on n'est pas fait, tu sais, on n'a pas les épaules en tant qu'être humain génétiquement pour se reprendre plein la gueule par des anonymes en même temps, tu vois, par plein de gens en même temps qu'on connaît pas. Ça crée une anxiété en fait. On se sent menacé alors qu'on l'est pas vraiment, parce que c'est des gens qui, si tu les rencontres en face, moi jamais personne m'a dit en face que j'étais un connard, ça n'est jamais arrivé, tu vois, dans ma vie. Tu vois, même dès qu'il faut parler ou prendre un mini risque, les haters disparaissent. Par exemple, à un moment j'avais mis en place un répondeur où n'importe qui pouvait m'envoyer un message vocal. Bah, je peux te dire que j'ai reçu que des messages super bienveillants. Parce qu'en fait, dès que les gens commencent à être un tout petit peu moins anonymes, ils ont une sorte d'inhibition qui est une sorte d'instinct de survie, et c'est très bien. Donc les gens que tu rencontres dans la rue, c'est rare de te faire agresser par des anonymes gratuitement, quoi. C'est quand même quelque chose qui arrive pas souvent. Et surtout pour ce que tu fais sur internet. Ça arrive hein, pour des gens qui sont plus exposés, mais avec notre exposition ça n'arrive pas, ça arrive très rarement. Et en fait comme on est quand même génétiquement fait pour pas avoir les épaules pour confronter ça, parce que dans la vraie vie en fait, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que tous les gens qu'on croise nous crachent dessus. C'est ça sur le web en fait, c'est une reproduction d'un truc qui n'existe pas dans la vraie vie mais qui existerait si c'était dans la vraie vie. Bah, on panique comme si c'était le cas, comme si tout le monde nous détestait, on fait une sorte de psychose ou d'angoisse ou d'anxiété, et ça c'est pas bon pour nous. Donc si on arrive, et c'est vrai que ça fait du bien parfois de se retrouver de manière intime, plus proche du réel, tu vois, on est juste avec des gens, avec des potes, avec des gens qui nous connaissent bien, on discute entre nous, on peut se lâcher un petit peu comme on fait avec des potes, et c'est quand même plus agréable, ça permet de se détendre, tu vois, entre deux phases d'anxiété YouTube, ça permet de... c'est bon, on est tranquille, on est détendu, c'est plus proche de ce que notre corps est fait pour résister que la vague de YouTube. Du coup, moi je te suis, donc je te l'ai dit depuis quelques années, et je t'ai vraiment vu évoluer. Enfin, en 3 ans, j'ai vu le business se développer. Je t'ai vu passer d'un étudiant complètement nomade et tout à maintenant, j'ai l'impression beaucoup plus un adulte, ça qui est posé, qui a le chat, le chien, l'appart, la voiture bientôt. Et justement, est-ce que, alors c'est un peu cru formulé comme ça, mais est-ce que t'as pas l'impression de vieillir trop vite ou d'être en décalage avec les gens de ton âge, parce que t'as quoi, 23, 24 ans? J'ai toujours été vieux moi. Mais moi ça me va très bien en fait, parce que en
fait, moi je déteste faire tout comme tout le monde, tu vois. Donc ça me dérange pas du tout d'être vieux si les autres, si les autres sont jeunes de mon âge. Moi j'aime pas, tu vois, les trucs qui intéressent les mecs de mon âge, généralement moi m'intéressent pas des masses, ou moins. Je suis toujours senti comme ça, un petit peu vieux, un petit peu hors de mon temps. Mais d'un autre côté, je suis presque convaincu, peut-être je me trompe, hein, peut-être je serai encore plus vieux. Je suis presque convaincu que quand j'aurai 50, 60, 70 ans, je serai plutôt jeune dans ma tête, j'aurai une certaine ouverture sur la vie, je pense, tu vois. Mais moi ça me dérange pas du tout, et je sais, t'as complètement raison, hein, je suis un vieux, hein, complètement. Mais ça me va parce que j'ai la possibilité en fait, je suis pas castré. Si t'as la capacité de faire quelque chose et que tu décides de ne pas le faire, c'est plus louable que si t'as juste pas la capacité de le faire. Et moi, si tu veux, aujourd'hui dans ma vie, j'ai essayé de faire en sorte d'avoir la capacité de faire ce que je veux. C'est-à-dire que j'ai la capacité de vivre à plein temps en voyage, j'ai la capacité de vivre dans n'importe quel pays du monde, j'ai la capacité de sortir en soirée tous les soirs et de me prendre un carré VIP en boîte si j'en ai envie. Donc j'ai cette capacité-là, mais je décide de ne pas le faire parce que ça ne m'intéresse pas. Et, enfin, le voyage, ça m'intéresse, mais parce que j'ai fait d'autres choix. Mais le fait d'avoir fait ces choix consciemment en sachant que j'aurais pu faire un autre choix, bah, ça ne me met pas une angoisse. Alors qu'avant d'avoir ça, c'est-à-dire quand j'étais étudiant et que je m'apprêtais à vivre une vie bien rangée de salarié qui ne m'intéressait pas du tout, j'avais cette angoisse de me dire je vais être enfermé dans un truc que je ne pourrais pas quitter et que je n'ai pas choisi. Mais le fait de l'avoir choisi et de ne pas m'enfermer dedans, ça fait que tu te prends de manière beaucoup plus détendue. T'as pas ce complexe de dire ah merde je suis vieux, bah non, ça me fait plaisir, tu vois. Je suis soir, je vais boire un petit verre de vin au café en bas de chez moi. Je me suis même abonné à un journal, tu vois. Je me suis abonné au journal du dimanche parce que j'en ai marre de lire des news qui viennent de sortir sur Twitter. Et je lis le journal du dimanche. Et à mon avis, la moyenne d'âge, ça doit être 50 ans pour les mecs qui lisent ça. Et ben ça m'amuse, tu vois, d'être chez moi avec mon journal. Limite, il m'en coûte la pipe. Ça me fait plaisir, tu vois. Et c'est pas comme si j'étais obligé de le faire. Oui, c'est ça. En fait, t'es sédentaire, mais si c'est le mode de vie que t'as choisi, c'est qu'il te convient et c'est tant mieux. Et mieux vaut vivre ça maintenant. Et à 50 ans, tu sais ce que c'est, tu vois. Parce que beaucoup de mecs le vivent à 40, 50 ans ou avant, tu vois, à 30 ans, ils commencent à se poser. Et puis là, c'est la panique. C'est genre, oulala, putain, je me pose, j'ai plus de liberté, j'ai plus rien. Et en plus, je suis vieux. Je pourrais plus en profiter. Quand tu le vis tôt, déjà, tu sais ce que c'est. Donc, t'as plus la panique. Et ensuite, tu dis, même si ça foire, tu vois, cette vie-là bien rangée, bien installée. Mais c'est pas grave, je pourrais avoir une autre vie après, tu vois. Je suis pas vieux. J'ai rien à perdre. J'ai pas d'enfant pour l'instant. Donc, l'enfant, c'est quand même un engagement, un vrai engagement. C'est pas un engagement, toute une vie d'engagement. C'est vrai que l'enfant, d'un certain point de vue, tu t'enfermes dans quelque chose. Ouais, tu te dis si dans 15 ans j'ai envie de changer de vie, je peux. Moi, ce que j'aime pas, c'est être enfermé. Et si tu choisis ce que tu veux faire et que tu le fais bien et que tu te laisses une porte de sortie, t'as plus qu'à profiter, quoi. Ouais, ça, tu veux juste te laisser la possibilité de t'ouvrir à autre chose. Mais tu sais, après les soirées, les voyages, tout, on s'en lasse. Oui, non. Moi, je rêvais, quand j'ai commencé, je rêvais du voyage à plein temps. Je voyais des gens qui faisaient, mais ces mecs sont tellement heureux. J'en ai rencontré la moitié, je peux dire qu'ils sont pas plus heureux que moi. Ils sont à moitié, il y en a, ils sont à moitié dépressifs, ils en peuvent plus, ils savent pas où s'installer parce qu'ils ont fait trop d'endroits différents. On a quand même un instinct, un moment où on a envie de s'installer, on a envie de se poser. C'est pas parce que tu voyages tout le temps que tu es plus heureux, c'est pas parce que tu sors en soirée tout le temps que tu es plus heureux. Tu t'amuses, tu vois, il faut s'amuser. Mais il y a toujours une sorte de balance entre il y a un moment où il faut que je m'amuse et un moment où il faut que je me pose, il faut que je travaille, il faut que je fasse un truc qui m'inspire. Donc moi je suis un peu entre les deux, mais moi je suis pas un gros fêtard, tu vois, je sors pas beaucoup. Mais c'est ce qui te rendait heureux au début, de voyager, de pouvoir sortir quand tu voulais surtout le voyage. Le voyage, j'aime toujours ça. Mais, par exemple, je pars 3 semaines en voyage, au bout de 3 semaines j'ai envie de rentrer. Et je rentre. C'est ça qui est bien en fait. C'est que quand je rentre, ça fait 2 mois que je suis à Paris, j'ai envie de repartir. Quand je pars, au bout de 3 semaines, j'ai envie de rentrer. Une sorte de t'obéir à tes envies, tu te prends pas trop la tête, tu vois. Ouais. C'est pas mal. Mais une époque où je sortais beaucoup en soirée. Et mais c'était l'époque où j'étais plus malheureux dans ma vie, tu vois. Une des époques où j'étais plus malheureux dans ma vie. C'est-à-dire que je picolais beaucoup. Presque, je picolais pas tout seul, mais ça m'est arrivé d'inviter des potes, d'inviter un pote juste pour picoler, tu vois. Et j'étais pas heureux à ce moment-là, j'étais beaucoup moins heureux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en fais toujours, j'en fais moins, j'en fais avec des gens qui sont mes vrais amis, tu vois. Et on le fait tu vois, chez nous, dans des endroits qu'on aime bien. Ouais. Est-ce que cette phase-là, justement, te rendait pas heureux parce que tu faisais que ça et t'avais rien qui avançait dans ta vie ou c'est... Ouais, c'était un échappatoire. Mais après, c'est très bateau ce que je dis. Hein. Mais beaucoup de gens qui ont beaucoup fait de soirées vont te le dire, c'est que c'est un échappatoire. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu passes une semaine à faire un boulot qui t'emmerde, t'as qu'une envie le samedi, c'est de partir dans un endroit où il y a beaucoup de bruit, où il y a beaucoup de musique et où il y a beaucoup d'alcool. Pareil, c'est des shots de dopamine, c'est éphémère, c'est plaisir. Enfin, c'est comme un bon gâteau, quoi. Ça fait plaisir, je suis pas en train de critiquer les gâteaux. Mais c'est la différence entre le plaisir et le bonheur.
Ah oui, là on arrive à la partie un peu plus dark de... Ah. Non, en fait, parce que je viens de terminer récemment... Parce que je suis un vieux con, c'était pas dark là encore. Non, non. Ah mais attends, on peut aller dans le dark si tu veux, mais... Non, parce que récemment, je viens de finir un livre qui s'appelle When Breath Becomes Air. T'as peut-être entendu parler. Ouais. J'ai pas lu mais j'en ai entendu parler. Paul Calantini, un truc comme ça. C'est pas un mec qui est au bord de la mort ou je sais pas. Si, bah justement, en fait, c'est un neurochirurgien qui a bossé toute sa vie pour arriver là où il en est. Il a sa femme, il s'aime, c'est beau, il a toute la vie qui s'ouvre à lui. Et puis à 30 ans, il est diagnostiqué d'un cancer. Et du coup, en fait, il se met à écrire son livre entre le moment où il est diagnostiqué et il est mort à la fin. Et il est mort à la fin. Et en fait, l'épilogue, c'est écrit par sa femme. D'ailleurs, je savais pas qu'il y avait moyen de pleurer devant un bouquin. Ouais, ça doit être extrêmement triste, je pense. Mais, et en fait, pendant tout le livre, c'est en gros tout le livre, il partage ses pensées sur la mort parce que lui qui a l'habitude de sauver la vie de personne, il voit la mort défiler devant lui. Pendant tout le livre, il partage ses pensées, sa vision sur la mort. Sa femme, d'ailleurs, dans l'épilogue, elle dit que c'était tragique, mais que c'était pas une tragédie. Parce que la mort arrive. Et justement, ça me faisait penser au discours de Steve Jobs, hein, avec la meilleure partie, selon moi, c'est celle où il parle justement de la mort. Où justement, en fait, on est le 9 maintenant dont il parle, on y est. Et bientôt on va se faire remplacer. Et c'est comme ça qu'est la vie, et sûrement plus rapidement que ce qu'on le pense. Et en fait, je veux savoir, est-ce que toi, c'est un truc qui, au quotidien, est-ce que ça t'obsède, ou est-ce que ça te fait peur la mort, ou est-ce que justement tu essaies de pas y penser, tu essaies de mettre ça de côté? Non, j'essaye pas de pas y penser. Ça me fait pas peur d'en parler, mais j'ai pas envie de mourir. Ça me ferait chier. Après, j'ai une discussion avec un ami l'autre jour qui était très pragmatique. Il me disait de toute façon, quand t'es mort, tu t'en fous, t'es mort. Donc autant mourir, ça change strictement rien d'être vivant ou de mourir. Il avait pas tort. Bon, au-delà du fait, il y a quand même tout ton entourage qui est triste pour toi, mais j'espère. Mais c'est vrai qu'il a pas tort. C'est-à-dire que la mort, si c'est l'absence de conscience, on devrait tous s'en foutre complètement de mourir. Et généralement, d'ailleurs, la plus grande peur, c'est pas la mort en tant que telle, c'est ce qui se passe juste avant, c'est-à-dire la souffrance, l'angoisse de savoir qu'on va perdre pied, etc. J'étais tombé sur une vidéo YouTube poignante, tu vois, c'était sur des gens qui avaient eu recours au suicide assisté. Donc c'était des femmes, enfin c'était plusieurs femmes qui suivaient, qui avaient une maladie ou qui se sentaient qu'elles allaient dégénérer, tu vois, à partir d'un certain âge et qui ont décidé de se tuer. Et en fait, donc elles font ça en Belgique ou dans des pays où c'est légal, et tu vois la fille, enfin vraiment le truc le plus poignant, c'est la fille, c'est un peu la mamie gâteau, super rigolote, super sympa, qui est là souriante à faire des blagues et tout, qui est sur son lit d'hôpital et qui a son verre dans la main, et dans ce verre il y a du poison qui va la tuer en 5 minutes. Et donc là elle te parle, elle te fait des blagues et tout, elle le boit, et en fait elle commence peu à peu à perdre le pied, et elle continue, tu vois, elle est là, et il y a son auxiliaire de vie à côté qui lui tient la main, et en fait ça fait vraiment pleurer aussi cette vidéo, c'est vraiment dramatique de voir ça, parce que tu te dis, putain, il y a 5 secondes, cette femme elle était là, elle était ultra vivante, ultra dynamique, elle faisait des blagues et tout, et maintenant elle n'existe plus en fait, parce que la mort n'existe plus, c'est fini. Donc il y a ce côté-là qui est un peu angoissant. Après, moi j'aimerais beaucoup vivre selon les principes de Steve Jobs et vieillir en acceptant la mort. Moi par exemple, je prends ma grand-mère, elle doit avoir 98 ans, tu vois, elle est très âgée, mais elle a encore la forme, hein, elle tient debout, elle marche toute seule, sans canne et tout. Et ce qu'elle me dit aujourd'hui, c'est qu'elle attend tranquillement la mort. Alors ça pourrait paraître dramatique d'entendre ça, mais en même temps, elle me le dit d'un air serein. Elle n'a pas du tout paniqué vis-à-vis de ça. Elle me dit, bon bah voilà, j'ai fait mon temps. Son mari est mort depuis 25 ans, tu vois, depuis 20 ans. Donc à un moment, elle n'a plus grand chose à faire. Et elle se dit, bon bah voilà, j'attends que ça arrive et je suis serein. Et j'aimerais beaucoup en fait vieillir comme ça. Et je pense que naturellement, c'est peut-être une sorte d'instinct naturel qu'on a, et c'est très bien. De vieillir en se disant, plus tu vieillis, plus tu te rends compte que voilà, c'est bon, t'as fait ton temps, et plus t'attends la mort avec sérénité. Moi j'ai cette vision là en espérant vieillir comme ça, j'en sais rien, mais en attendant c'est sûr que j'aimerais pas mourir demain, ça ferait vraiment chier. Bon, ça ferait rien du tout parce que je serais mort, sur la même discussion. Non, oui. Mais je prends beaucoup de plaisir à vivre, et j'ai envie de continuer. Ouais. Est-ce que ça te fait pas du tout peur de mourir avec des regrets d'avoir rien fait, ou des regrets d'avoir fait certaines choses? Si, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai lancé mon activité et j'ai fait ce que j'avais envie de faire dans la vie jusque-là. C'est que j'ai pas envie de mourir avec des regrets. Je sais que le regret numéro 1 des gens sur la ligne de mort, il y a une étude qui a été conduite, c'est de ne pas avoir vécu la vie qu'ils avaient voulu vivre, tu vois. D'être passé à côté de leur vie en gros. Et j'ai pas envie de vieillir en me disant, en étant hargneux, frustré, en me disant j'ai pas une belle vie, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ci. Parce qu'en plus, au bout d'un moment, on reporte notre haine sur les autres. Et c'est fou parce que les vieux, souvent on a l'impression que tous les vieux sont grincheux, mais c'est pas vrai. Moi j'ai une voisine au-dessus de chez moi qui est super âgée, tu vois, elle met, pour te dire, elle met genre
25 minutes à monter l'escalier, les 5 étages. En plus, la pauvre, 5 étages sur l'ascenseur, elle est au dernier étage. Elle met 20 minutes à monter les 5 étages. On l'entend, tu sais, et elle est super cool. À chaque fois, tu vois, elle a jamais râlé quand on a fait une fête. Elle est toujours souriante, toujours sympa. Elle fait des blagues. Elle entend quasiment rien. Elle est à moitié sourde, mais ça l'empêche pas d'être super vivante, d'être super souriante. Et je me dis, elle a dû avoir une vie choisie, tu vois. Et je pense que les vieux acariâtres, ils sont pas acariâtres parce qu'ils sont vieux. Bon, parfois c'est parce qu'ils sont malades et qu'ils souffrent, bien sûr. Et je pense que beaucoup sont acariâtres parce qu'ils ont du ressentiment vis-à-vis de la vie, tu vois. En mode, ouais, moi j'ai fait tout ça, mais les jeunes d'aujourd'hui, ils en ont plus rien à foutre, machin, ils ont plus d'éducation. Tu vois, déjà un vieux qui commence à dire les jeunes d'aujourd'hui, ils sont pas bons, c'est forcément que ça a pas dû se passer exactement comme ils voulaient, tu vois. Et j'espère pas vieillir comme ça aussi, tu vois. Ouais. Je pense pas que tu deviens forcément acariâtre en vieillissant, je pense que ça dépend de ce que tu as vécu avant. Et évidemment, ça dépend de tes problèmes de santé. C'est pour ça aussi j'essaie de prendre soin de ma santé, parce qu'à partir de 50 ans, ça y est, genre, les mecs, toutes les 2 semaines, ils sont diagnostiqués un nouveau truc. Nous, on le voit pas parce qu'on est jeune, mais en fait, tu discutes un peu avec ces gens-là, leur vie, c'est plus que des problèmes de santé, quoi. Ce qui est bien aussi, c'est quand ton cerveau est bien jusqu'au bout, parce que tu peux continuer à bosser. Moi, j'ai très peur de la retraite, j'ai pas envie de prendre ma retraite. À mon avis, le jour où je prendrai ma retraite, ça ira vraiment pas bien. Ou alors que j'aurais envie de faire autre chose, un autre loisir, un truc non lucratif, mais à mon avis j'aurais envie de continuer à faire des trucs, à créer du contenu, à écrire, au moins écrire, tu vois, jusqu'à tard, si ma tête me le permet. La vie peut toujours être intéressante quand t'es vieux. Je pense même que la vie peut commencer à devenir très intéressante pour beaucoup de gens à partir de 50 ans. À 50 ans, t'as fait toutes les erreurs que tu pouvais faire, toutes les conneries que tu pouvais faire, t'as une sorte de sagesse sur la vie que tu ne peux pas avoir à notre âge, tu vois. Nous on est des pseudo-philosophes, mais en vrai, on n'a rien. Et la sagesse, tu l'as quand t'as vécu, quand t'as vécu des trucs. Moi, je me rends compte déjà comment j'ai évolué depuis 5 ans par rapport au début, en termes de sagesse, c'est-à-dire en termes de ce que je connais de la vie. Au début, j'aurais pas du tout dit ce que je dis aujourd'hui, tu vois. Donc je me dis à 50 ans, probablement que je serai encore un autre homme. Donc je pense qu'à cet âge-là, tu peux prendre du recul sur la vie, tu peux savoir ce qui est bon pour toi aussi. Tu les as fait les conneries, ça y est. Donc il n'y a plus tellement de raison d'être malheureux et tu peux commencer à vraiment te designer une vie sur mesure en fonction de ce qui est bon pour toi, en fonction de ce qui est bon pour les autres, ce qui te fait plaisir, ce qui te fait du bien. Moi, ça me déprime complètement de voir des jeunes qui fument en se disant moi j'en ai rien à foutre, de toute façon quand je serai vieux ma vie elle sera pas intéressante. Mais qu'est-ce que t'en sais? T'as jamais eu 50 ans, tu sais pas. Moi je connais des gens qui ont 50 ans, leur vie elle est passionnante. Ou des acteurs, leur vie elle a décollé quand je suis passionné d'un type qui s'appelle Lucchini, il a toujours galéré et puis d'un coup, je sais pas, à 35 ans, c'est 40 ans, bon peut-être pas 50 ans, mais peut-être 40 ans il a commencé à devenir connu, puis 50 ans ça a été l'explosion, tu vois. Il y a plein d'autres types comme ça, regarde comment il s'appelle, Louis de Funès. Ouais. Louis de Funès, hein. T'imagines ce qu'on aurait perdu si ce type-là avait décidé de flinguer sa vie à 40 ans parce qu'il était trop vieux. Enfin, tu vois, on aurait perdu un pur génie de la comédie. Donc, Il y a aussi les gens qui ont peur de la vieillesse parce qu'en fait, ils ont peur de l'ennui. Parce que je crois que c'est Kian Kojandi qui disait ça. Je sais plus où il disait ça, mais il disait qu'en fait, là il a la trentaine, il a 30 je sais pas combien. Et il disait qu'en fait, à son âge, à part avoir un gosse, il n'a plus aucune première fois. En fait, il a déjà tout vécu et il découvre plus rien. Et donc, il y a toujours des premières fois. Il peut avoir un Oscar, il peut, je sais pas. Mais bref, c'était une grande première fois quand même. C'était pas mal. Oui, c'est ça. Mais après, en fait, ce que je veux dire, c'est que dans un sens, à 50 ans, ça doit être amplifié ce phénomène de. Peut-être qu'il y en a qui sont peur de plus être surpris par rien, tu vois. Je comprends ça. Ouais, c'est sûr. Ouais. Le truc, moi, peut-être qui me fait le plus peur, c'est d'avoir tout ton entourage qui meurt, qui clame un par un. Ah oui. Ça doit être vraiment déprimant. Ça. Et d'être le dernier survivant. Je suis le dernier survivant. Ah non, ça doit être vraiment chaud. Ouais. Ça m'angoisse, pour le coup, d'être le dernier survivant. J'ai envie que les gens meurent après moi. C'est très égoïste. Avec l'expérience, vient des choses intéressantes quand même, tu vois. Tu commences à savourer quand t'as de l'expérience. Je sais pas, la création de contenu, moi, c'était pas mieux avant qu'aujourd'hui. Moi, j'ai créé du contenu tous les jours depuis plus de 3 ans. C'était pas mieux il y a 3 ans qu'aujourd'hui. Il y avait ce côté il y a 3 ans de pionnier en mode la conquête de l'Ouest, tu vois, qu'il n'y a plus aujourd'hui. Évidemment, il y a des trucs que j'ai perdus. Mais il y a des trucs que j'ai en plus aussi. Le fait de vraiment comprendre comment on fait pour faire une bonne lettre de vente, pour convaincre quels sont les bons arguments, les bonnes métaphores, de te plonger dans des écrits que tu comprenais pas avant. Il y a des bouquins, par exemple, je les ai lus quand j'avais 18 ans, je comprenais pas un mot. J'ai relé aujourd'hui, je les comprends et ça m'apporte énormément. Ça, c'est génial. Et ça, en fait, c'est des trucs qui peuvent venir que avec l'expérience et que avec l'âge. Donc je pense que tu perds un certain nombre de choses, évidemment, et tu gagnes d'autres trucs aussi. Donc faut pas être trop défaitiste, faut pas avoir peur de vieillir, c'est intéressant. Et puis comme tu dis, il faut avoir une vision. De toute façon, j'ai pas de contrôle dessus, à moins d'essayer, on peut essayer, il y a des mecs qui veulent avoir la vie éternelle chez Google et tout. Ouais. Moi je pense que c'est une très mauvaise idée, mais bon. Je pense qu'il faut se dire, j'ai pas de contrôle dessus, donc j'ai pas d'avis dessus. C'est bien de se dire quand j'ai pas de contrôle, j'ai pas d'avis.
j'ai pas de contrôle sur ce que pensent les autres, donc je vais pas commencer à être malheureux parce que les gens pensent de la merde. C'est leur problème, j'ai pas de contrôle dessus. Moi je m'occupe déjà de mon cas et j'essaie de bien penser. Ben, c'est pareil pour l'âge, j'ai pas de contrôle sur le fait de vieillir, ben, j'essaie de bien vieillir. Ouais. En fait, je sais pas, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose à ce qu'on a dit ou pas? Parce que... Non, je sais pas, faut me lancer, si tu me lances pas, je ouais, c'est ça, hein. dire. C'est de l'usage de dire ça, ce qui paraît. Non, mais je déteste cette question, je ouais, sais jamais quoi dire. Ou c'est comme, est-ce que tu as une citation que tu... Mais non, j'en sais rien. Quand je la lis, je la trouve géniale, mais après je l'oublie 5 minutes plus tard. Après, tu penses plus. Mais moi j'avais ça à une époque où dès que je trouvais une citation sympa, je la mettais dans une note et j'avais une note à citation. Ouais, mais je fais ça aussi. Hein. Ouais, si tu m'en demandes une, je sors mon carnet de notes et je trouve une citation, y a pas de problème. Mais ça va pas sortir de ma tête. Hein, ouais, ça j'ai arrêté. Faut me donner un thème au moins, tu sais. Où est-ce que je redirige les gens qui. Si les gens veulent me suivre au quotidien, il y a une seule adresse, c'est s'abonner à mes emails. J'envoie un email par jour. J'apprends aux gens à vendre, à créer du contenu, à vivre de leur passion, à créer un système autour de leurs idées, autour de ce qui les intéresse, à être autonome grâce à ça. Et donc pour s'abonner à mes emails, il faut aller sur mon site antoinebm.com et cliquer sur entrer son mail dans le formulaire de capture qui est sur la page. Ouais, je mettrai en description si j'y pense. Ça devrait aller. Merci, c'est gentil. Bon, super, merci beaucoup. Hein. Merci à toi.